Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. L'aspiration à la liberté est certainement une des plus puissantes à mouvoir l'âme humaine. Chaque philosophie politique, à sa manière, s'en réclame, même si elles en présentent souvent des versions contradictoires. Mon invité d'aujourd'hui construit son œuvre autour d'elle. Libéral à la française, libertarien à l'américaine, pourrait-on dire, il explore notre époque en refusant d'y voir celle du déclin de l'homme et de notre civilisation. Au contraire, il la croit porteuse de nouvelles possibilités d'émancipation. Philosophe et journaliste, il confronte ses idées au réel dans une enquête permanente qui fait penser aux meilleurs travaux de Guy Sormand des années 80-90 ou encore aux meilleures enquêtes intellectuelles à l'américaine. C'est avec un grand plaisir que je reçois Gaspard Koenig. Gaspard Koenig, bonjour. Merci pour cette présentation flatteuse, merci. Alors, première question qui vous paraîtra probablement évidente. Le libéralisme est aujourd'hui critiqué de toutes parts. Il est assez mal vu de s'en réclamer en général et en France en particulier. Or, vous vous réclamez de la philosophie générale et plus encore, vous, dans un pays qui a intégré une part d'antilibéralisme à sa culture politique même. Alors, première question toute simple, comment définiriez-vous le libéralisme? Et deuxième question, pourquoi vous en réclamez-vous? Ce qui est intéressant dans le libéralisme, c'est que précisément comme c'est une doctrine extrêmement mouvante, extrêmement labyrinthique et qui précisément pense constamment contre elle-même puisqu'elle est libre dans sa forme comme dans sa substance. Du coup, c'est assez compliqué de la définir et personne n'en a la même définition de toute façon. Et c'est ce qui fait son charme et c'est ce qui fait aussi sa faiblesse. L'un des premiers libéraux français, l'abbé de Condillac, avait écrit à la fois des traités pour le libre-échange et un traité contre les systèmes de pensée. Et au fond, le libéralisme est une doctrine, certes, mais une doctrine qui certainement refuse les idéologies, ce qui la rend plus difficile à défendre quelque part, car les idéologies sont toujours séduisantes. Ce que disait Raymond Boudon d'ailleurs. Pourquoi il y a plus de libéraux? Parce que finalement leur système de pensée est moins directement séduisant que celui d'un marxiste qui a réponse à tout sur tout le temps. Et c'est ce qui fait aussi sa force parce qu'elle est beaucoup plus riche intellectuellement et que souvent elle met en scène des personnalités, effectivement comme Guy Sormand dans les années 80, qui vont sur le terrain, qui s'interrogent, qui ont des doutes, qui laissent la place à l'errance, puisque c'est au fond un des fondements de cette philosophie, la possibilité de diverger du reste du groupe. Après, moi je dirais que peut-être les traits communs qui nous réuniraient tous, c'est la place centrale accordée à l'individu et à ses choix. Ensuite, comment est-ce que ça s'organise en société? Et là, on va avoir de tout. Mais c'est quand même l'idée que le mouvement, d'abord, il y a un mouvement dans notre civilisation et que ce mouvement, il va de la tribu à l'individu. La tribu qui est très très cohésive, qui est très au fond asservissante. Dans les travaux de Clastres, l'anthropologue Pierre Clastres sur la notion de tribu, il dit bien qu'il n'y a pas besoin d'État, il n'y a pas besoin de police parce que les gens appartiennent au groupe corps et âme par les rites d'initiation, par le tatouage, par toutes sortes de choses, qui fait qu'on ne peut pas absolument pas même avoir l'idée d'échapper au groupe. Et le libéralisme essaye de donner à l'individu les moyens d'échapper au groupe, de construire ses propres valeurs, de faire ses propres choix, y compris d'ailleurs si ça passe par une émancipation liée à l'État. C'est ça d'ailleurs, c'était le libéralisme français classique, dont effectivement je me réclame. C'est-à-dire que je me sens pas. Les libertariens m'intéressent beaucoup, notamment les libertariens de gauche, les left libertarians, les bleeding heart libertarians. Mais enfin, je trouve que l'idée que le rôle de l'État est d'émanciper l'individu, de briser les corps intermédiaires, de faire de l'antitrust, tout ça me semble tout à fait valable. Et c'était l'idée des révolutionnaires français. C'est ce pourquoi d'ailleurs Hayek se méfiait des libéraux français, en disant attention, eux, ils sont un peu trop constructivistes. Mais c'est un libéral traditionnaliste, Hayek. Voilà, et effectivement, il y a une autre école. On entre déjà dans les débats d'idées, mais il y a une autre école de Tocqueville à Hayek, disons, qui accorde plus d'importance aux communautés, à l'ordre spontané. Enfin, tout ça pour dire que c'est quand même avant tout une philosophie, voilà, de comment est-ce qu'on rend l'individu libre, y compris en mettant en place toute une construction sociale autour de cet objectif. Et que, pour moi, un peu d'un bout des aboutissements de ça, c'est l'idée de liberté réelle, telle qu'elle est développée, par exemple, par Philippe Van Parijs, qui dit,
il suffit pas de les rendre libres en les rendant autonomes par rapport aux différents groupes de pression, c'est-à-dire la liberté d'eux, la liberté la liberté négative. Il s'agit aussi de leur donner les moyens de cette liberté, d'assurer cette liberté concrètement, matériellement, culturellement, psychologiquement. Et pour ça, il y a besoin de toutes sortes de politiques publiques. Alors ensuite, pourquoi est-ce que je m'en suis réclamé ? Figurez-vous que d'abord, je l'ai découvert sur le tard, parce que j'ai fait des études de philosophie en France, en passant par absolument toutes les institutions qui font de la philosophie dans ce pays, et j'avais véritablement jamais entendu parler de libéralisme. Alors moi, j'ai étudié Sinon, à travers la veine tocquevillienne Non, mais parce qu'on étudie Tocqueville, on étudie Locke, oui. Mais on ne nous dit pas quelque part, je dis pas qu'on nous cache des choses, mais enfin, on nous dit pas qu'il y a un mouvement derrière tout ça, qu'il y a une ligne. Et le mot libéralisme, je crois que j'avais pas vraiment identifié, en tout cas. Il n'apparaissait pas comme une tradition. Voilà. Et je m'en rappelle très bien, j'ai passé la grecque sur Locke. On a passé 4 mois à parler de Locke, le rôle du contrat social chez Locke, le rôle de la propriété, le rôle de tout ça. Et j'avais pas vraiment réalisé que Locke était un des grands fondateurs, en tout cas, de la philosophie libérale côté anglo-saxon. Et donc il a fallu que j'aille aux États-Unis pour découvrir la tradition continentale, libérale. Et je me suis dit, finalement, au fond, c'est quelque chose qu'on m'a jamais présenté, mais c'est quelque chose qui me séduit. Je me suis mis à lire The Economist parce que c'est vrai que le libéralisme a ça de particulier qu'il est toujours lié à la politique publique. C'est-à-dire, je connais assez peu de libéraux qui se contentent uniquement de la théorie. C'est des gens qui font toujours des propositions pour la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc tout ça fait que quand je suis revenu en France, je me suis dit mais c'est fou que cette tradition qui est une tradition française, qui a été largement initiée par les physiocrates, Adam Smith est inspiré de Turgot, de Pierre de Bois-Guilbert, soit à ce point dévalorisée dans son pays d'origine. Et le fait qu'elle soit dévalorisée intellectuellement explique aussi son échec politique et le fait que l'ensemble des partis sont, à mon sens, paternalistes et autoritaristes d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient à gauche ou qu'ils soient à droite. Mais est-ce que c'est pas une constante dans l'histoire de la pensée libérale française que de redécouvrir régulièrement que cette tradition, cette philosophie est d'inspiration française et qu'elle est mal aimée en son pays? Oui. Je repense au Figaro Magazine des années 80, dans ces années libérales, et il y avait ça revenait sans cesse, c'est une doctrine française, oui. Et pourtant elle est vue comme anti-française, et j'ai l'impression que chaque nouvelle génération libérale oui. découvre cette espèce de paradoxe. On peut remonter plus loin d'ailleurs, parce qu'au fond, c'est des auteurs qui ont toujours été contre le pouvoir central. Et un des premiers chefs de file de l'école libérale, qui est Pierre de Bois-Guilbert, à la fin du XVIIe siècle, était contre Colbert. Il a été exilé par Colbert. Marx en a fait l'éloge d'ailleurs. Donc c'est toujours effectivement des gens qui ont été contre le pouvoir tel qu'il est exercé en France. Mais c'est parce que le pouvoir est si autoritaire et si centralisé en France qu'il y a des libéraux et que ça a fait naître le libéralisme et que le libéralisme ne cesse d'avoir des résurgences parce qu'il y a toujours des individus qui se disent non mais c'est pas possible. C'est pas un système qui est pérenne. Il y a bien une manière différente de penser le monde. Mais ensuite, au-delà de la France, et quand j'ai commencé un peu toutes ces réflexions, puis cette activité, puisque j'ai lancé un think tank qui s'appelle Génération Libre, c'était il y a déjà 6-7 ans, et à cette époque, il me semblait que le problème était spécifiquement français. C'est-à-dire, quelque part, beaucoup d'autres pays autour avaient évolué, avaient résolu ce genre de questions, avaient résolu la question de la place de l'État dans la société, et que la France était à la traîne, se traînait toujours le statut de la fonction publique et d'autres joyeusetés. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces dernières années, je m'aperçois que le problème du libéralisme aujourd'hui, c'est un problème mondial. C'est-à-dire que on a passé les années Fukuyama, les années Davos, où voilà, l'élite allait annoncer la bonne parole en disant que le marché et la démocratie iraient main dans la main jusqu'à la fin des temps. Il y a aujourd'hui une crise profonde de l'idée libérale. Viktor Orban se réclame de manière théoriquement très construite de l'illibéralisme démocratique. Il y a des illibéraux chez les Verts, il y a des libéraux à gauche, il y a des illibéraux à droite. Et pourquoi ? Parce que, me semble-t-il, et là, sur le plan mondial, les libéraux n'ont pas su se renouveler depuis les années 80. C'est-à-dire qu'on est toujours un peu quand même resté dans ce qu'il faut bien appeler le néolibéralisme, même si j'aime pas beaucoup le mot, il a quand même une validité théorique. C'est-à-dire dans un système de pensée qui n'était au début qu'un petit courant de la grande pensée libérale et qui, essentiellement, pour aller vite, est vraiment fondé dans l'utilitarisme, hein, l'idée d'améliorer absolument le bien-être de tous, et ça vous donne les centres commerciaux et les aéroports, et que on a perdu la subtilité de sa tradition et surtout qu'on n'a pas su renouveler même cette doctrine. Aujourd'hui, qui peut dire que l'individu est rationnel ? On a eu la psychologie de Kahneman, on a l'économie comportementale, enfin c'est fini, l'idée que l'individu fait ses choix de manière parfaitement volontaire pour optimiser son bien-être, qui est le fondement quand même de la philosophie friedmanienne, par exemple. C'est complètement, personne ne peut dire ça sérieusement. Il suffit de lire, de se tenir un peu au courant de l'état des sciences cognitives depuis 20 ans. Et donc, face à, par exemple, ce défi théorique qui est que, non, on est plein de biais cognitifs, on agit de manière totalement irrationnelle, on est manipulable et on est manipulé.
et évidemment les réseaux sociaux et l'informatique n'améliorent pas cette situation, il faut une réponse théorique aussi. Et donc, il me semble qu'il y a un grand moment, un moment, il y a toujours eu dans l'histoire du libéralisme des moments de rupture et des moments de refonte. Je pense qu'on a un moment très comparable à celui de la fin des années 30, quand la crise de 29 avait discrédité le libéralisme et l'idée, alors là, qui était beaucoup plus radicale à l'époque, du laisser-faire manchestérien, et que du coup on ne parlait plus que de fascisme, de collectivisme, de socialisme, de planisme en France, et que les libéraux, discrédités, se sont réunis à la fin des années 80 à Paris. C'était le colloque Lippmann, en 38. Des années 30, à Paris, c'était le colloque Lippmann, et du nom de Walter Lippmann, qui était un essayiste américain, libéral, et ils ont un peu fait leur aggiornamento, et ils en ont conclu que l'État devait avoir un plus grand rôle, notamment pour assurer les politiques de concurrence, d'antitrust, et ça a été très influent après-guerre dans la fondation des institutions européennes et des institutions de Bretton Woods. Donc d'abord, ce que j'en retiens, c'est que d'abord, les débats d'idées sont extrêmement importants. Ça commence par quelques intellectuels dans un amphithéâtre dont personne ne parle, et ça finit dans le tissu même de nos institutions. Donc je pense que de toute façon, de mon point de vue, si je plaide et si je veux combattre pour les idées libérales, il faut le faire d'abord et avant tout d'un point de vue théorique et intellectuel, parce que c'est ça le fondement de tout. Et que ces moments de refonte et d'examen de conscience sont extrêmement importants, et qu'on en est arrivé là, et qu'on peut pas se contenter de répéter, il faut faire de la pédagogie, le peuple ne comprend pas, on va se réunir à Davos pour savoir si les inégalités sont un problème. Non, il faut aller beaucoup plus loin dans la refonte de l'idéologie et donc des instruments qui l'accompagnent. Et c'est aussi ça qui est assez excitant, quelque part. C'est que d'un problème français, on a maintenant un problème mondial, et qu'il est d'autant plus important de le résoudre que politiquement, on voit bien que la situation va plutôt vers les collectivismes d'un bord ou de l'autre. Donc il est vraiment, vraiment, vraiment urgent de refonder l'idée de liberté individuelle. Alors, il y a eu un moment d'optimisme libéral, disons ça comme ça, au sortir de la guerre froide. C'était cette idée que on connaît la figure de Fukuyama, mais pas seulement, cette idée que les grandes contradictions fondamentales qui structuraient l'ordre politique allaient se dissoudre, que le politique allait passer au registre gestionnaire, que le politique allait être relativement déclassé à la fois par le droit et par l'économie, qu'on allait assurer une forme d'homogénéisation progressive de l'espace planétaire, que les vieilles souverainetés, tout comme les vieilles identités, finiraient sinon par se dissoudre, à tout le moins être de moins en moins pesantes, et que l'individu trouverait enfin un espace d'émancipation comme jamais. Est-ce que cette description appelons ça, de l'utopie post-guerre froide correspond selon vous à la réalité appelons ça, de l'optimisme libéral des années 90? Et si oui, comment expliquer sa déroute? Oui, c'est dans le fil de ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'il y a eu un consensus, alors je dirais néolibéral, assez clairement, qui a été victorieux effectivement à la chute du mur, qui a eu l'ambition ensuite de s'appliquer à tous les pays du monde, et qui a manifestement échoué puisqu'il est rejeté, en tout cas dans la plupart des démocraties. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense qu'il est totalement illusoire de penser que... Mais ça, d'ailleurs, c'était pas très libéral, c'était hegelien, cette idée que on était arrivé à la fin de l'histoire quand Fukuyama annonce ça. Fukuyama était libéral et hegelien tout à la fois. Oui, mais enfin bon, il reprend Kojève, qui lui-même était le traducteur et le lecteur d'Hegel en France dans les années 30. Et donc cette idée que il y a un mouvement de l'histoire qui s'arrête à un moment donné, c'est tout sauf popérien. Des gens comme Popper, les vrais libéraux, je dirais, pensent que non, il y a un processus d'amélioration constant qui se joue par une succession d'erreurs, en fait, d'erreurs et d'amélioration. Et que ce qui est très important d'ailleurs dans le progrès pour les libéraux, c'est qu'on puisse continuer à faire des erreurs et à les corriger. Et que du coup, on ne peut jamais dire, c'est très anti-utopique. Popper, c'est très anti-utopique. Il n'y a jamais d'état final, il n'y a jamais d'état stable où ça y est, on aura tout résolu. Et parce que ça, c'est précisément le modèle autoritaire qui a cet imaginaire. Mais permettez-moi de vous poser une question simplement par rapport au libéralisme français. Est-ce que le libéralisme français, notamment celui de Bastiat, est pas un libéralisme utopique? Je précise tout de suite le sens de ma question lorsqu'il dit dans une société optimale, les intérêts légitimes s'harmonisent naturellement. Autrement dit, le politique peut se dissoudre d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a une forme d'utopie justement dans l'idée qu'on peut les intérêts légitimes s'harmonisent naturellement, comme s'ils n'avaient pas pour vocation aussi de se contredire et de s'approprier les formes de pouvoir disponibles?
Oui, ben encore une fois, il y a plusieurs variantes de libéralisme. Je dirais que ce qui est intéressant dans cette idée d'ordre spontané ou d'harmonie des intérêts, c'est d'abord que tout de même l'État est garant, ne serait-ce que par exemple, même pour les pires des libertariens, des droits de propriété. Donc il ne s'est pas complètement évanoui, l'État. Et bien sûr qu'il y a des tensions entre les individus, mais que justement le système de marché permet de résoudre ces tensions sans en passer par la violence. C'est ce que dit d'ailleurs Hayek sur le marché. Il dit c'est une catalaxie, c'est-à-dire c'est ce qui permet à chacun. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que Hayek n'est pas du tout un utilitariste. Il dit pas que le but du marché c'est d'améliorer, de donner plus de moyens de consommation au plus de gens possible. Il dit le but du marché c'est que des gens qui poursuivent des finalités différentes dans la vie, qui ont des valeurs différentes, puissent coexister. Non pas parce qu'ils auraient résolu leurs différences, mais parce que simplement on a trouvé un système qui permet à chacun de vivre sa vie sans empiéter sur celle de l'autre. Et donc, de ce point de vue-là, c'est pas tellement utopique dans la mesure où on ne sait pas quel est le point d'arrivée. Ces intérêts, ensuite, ils se chevauchent, ils se délitent, et c'est à chacun, en un sens, si vous avez certaines valeurs que vous voulez porter, c'est à vous de convaincre vos semblables qu'il faut vous suivre. Ce que disait Tocqueville sur les alcooliques, il disait ça sert à rien d'interdire l'alcool, il faut montrer la preuve par l'exemple, il faut être abstinent par exemple, il faut faire des grandes conférences pour expliquer pourquoi l'alcool c'est pas bien si on est contre l'alcool. Et je pense que là il y a quelque chose de fondamental dans la philosophie libérale, c'est la distinction entre la loi et la morale, en disant les deux doivent être complètement déconnectés. La loi doit s'assurer précisément que il y a cette harmonie, enfin en tout cas que les gens se marchent pas les uns sur les autres. Mais ensuite, la morale, c'est l'affaire de la société civile. Elle existe aussi, elle est puissante, mais elle est d'autant plus puissante qu'on ne demande pas à l'État de garantir en notre nom ce dont nous-mêmes nous sommes incapables de convaincre les autres. Et ça paraît un peu abstrait, mais sur des questions comme la laïcité, la drogue, la prostitution, les conséquences de cette idée sont extrêmement claires. Les gens doivent pouvoir se prostituer à partir du moment où on leur offre les moyens de ne pas le faire. Pour moi, ça passe par le revenu universel, mais c'est encore un autre débat. Et où, évidemment, on interdit tout ce qui est de l'ordre de l'asservissement. Mais alors, je vous relance sur la question appelons ça de l'imaginaire démocratique, parce que chez les libéraux, il y a cette idée effectivement qu'il y a une diversité de finalités, une diversité de tempérament, une diversité de caractère, et chacun peut y mener librement sa vie pour peu qu'il n'entrave pas celle des autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas à l'intérieur même de l'idée démocratique l'idée d'un collectif substantiel? Et j'entends par là et voilà pourquoi on parle de démocratie libérale, c'est-à-dire il y a le pôle des libertés publiques qu'on peut vouloir maximiser, mais on peut jamais abolir complètement l'idée d'un collectif substantiel, donc pris en charge politiquement, avec cette idée que c'est dans la nature des hommes de vouloir imposer leur finalité à l'ensemble de la société. Qu'on peut ensuite modérer ce collectif substantiel, le rapetisser, le minimaliser, mais l'effacer, est-ce que c'est compatible avec l'imaginaire démocratique? Oui, c'est une très bonne question. Alors d'abord, il y a toujours eu une méfiance chez les penseurs libéraux vis-à-vis de la démocratie, qui a commencé d'ailleurs avec Tocqueville, et c'est par hasard si le premier rédacteur au fond d'une constitution en France, qui était Benjamin Constant, un peu compliqué, mais tout de même, il a écrit la première constitution, c'est une constitution qui précisément garantit un certain nombre de droits et de libertés, en disant ces droits et de libertés ne sont pas du domaine du débat public. C'est pour ça que c'est une constitution, et que c'est pas une loi. C'est intouchable, c'est comme ça. Effectivement, la source de légitimité et ça demeure un acte politique. Très compliqué. Bah oui, c'est politique, évidemment, parce qu'à un moment donné, les hommes ont dû s'assembler pour en décider. Et c'est là que c'est effectivement paradoxal. Mais c'est une décision qui est censée être supérieure c'est pour ça qu'on parlait d'ordre naturel à l'époque, et de droit naturel, de droit inné, être supérieur à ce dont on peut débattre collectivement, en disant, et Benjamin Constant a dit, et c'est exactement ce que vous dites en d'autres termes, la souveraineté, elle est limitée. La souveraineté politique, elle est limitée. Il y a des domaines où les libertés ne sont pas soumises à la délibération publique. Après, moi, je pense qu'il y a une question que la manière dont on peut résoudre un peu ce dilemme, c'est en faisant varier des échelles différentes. En disant aujourd'hui, le problème, c'est qu'on associe la méthode de gouvernance avec l'identité. Donc, on dit on est français, donc on élit un président français, donc on a un parlement français. Et donc notre identité se reflète dans notre système de loi. Je trouverais plus sain personnellement, et plus mûr quelque part pour l'humanité, d'atteindre ce que Habermas appelle le patriotisme constitutionnel, c'est-à-dire l'idée que on obéit à une loi qu'on s'est donnée, mais pas en tant que Français, ou pas en tant qu'Allemand, en tant qu'éventuellement qu'Européen, ou peut-être un jour en tant qu'être humain, et que ces lois sont donc totalement abstraites, et elles sont très très haut dans
l'échelle, dans l'échelle géographique. Qu'elles ne sont pas liées à un territoire, à une identité, à une culture. Et moi, je me sens très français, je suis très fier de mon pays, je suis très fier de ma langue, j'adore mon territoire, je suis pas du tout anti-France quelque part, mais je pense que cet amour-là, ce patriotisme-là, est d'autant plus sain qu'il ne se superpose pas avec la fabrique de la loi. En revanche, je pense qu'à un niveau tout petit, local, c'est là que vous pouvez, de manière la plus intéressante, donner aux gens le pouvoir de prendre des décisions collectives. J'ai été très impressionné parce que j'ai vu en Suisse, dans les Landsgemeinde, qui sont les espèces de petites d'assemblées de citoyens, c'est vraiment la démocratie à la Rousseau, là, pure et dure. Tout le monde se vient sur la place du village une fois par an et propose, amende et vote la loi. Et ça, je trouve ça très fort parce que ce sont des sujets locaux que les gens maîtrisent parfaitement et sur lesquels ils ont toujours des avis informés, parce que ça les concerne, et qu'ils en comprennent tous les aboutissants, toutes les causes et toutes les conséquences. Et donc, je serais assez, pour résoudre cette question démocratique, personnellement, je serais assez favorable à, d'un côté, un ordre constitutionnel très abstrait et très haut, et de l'autre côté, un ordre démocratique qui soit au contraire très, 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 très local, très intime, et qui soit du domaine de la municipalité ou du département au plus large. Mais est-ce qu'on peut dire que le libéralisme tel qu'il est contesté aujourd'hui, c'est-à-dire non pas par des antilibéraux en soi, je ferai la nuance, mais appelons ça des libéraux sceptiques, ont cherché, certains libéraux sceptiques, disons ça comme ça, peut-être des conservateurs, ont cherché à rappeler que le libéralisme, aussi nécessaire soit-il, est insuffisant, vient toujours avec un trait d'union d'une certaine manière. On parle de libéraux conservateurs, de libéraux patriotes, de libéraux traditionnalistes. Et leur argument, c'est-à-dire vous dites, sur le plan de la loi dans sa généralité, elle doit être le plus abstraite possible et ensuite la démocratie le plus concrète possible. Mais l'existence de ces collectifs historiques durables que sont les nations, par exemple, fait en sorte que le libéralisme, s'il cherche à effacer le stade national, par exemple, le cadre national, eh bien, en vient à saboter ses conditions même de possibilité. Par exemple, la condition même de la délibération, c'est l'existence d'un collectif qui se reconnaît dans la possibilité de délibérer. C'est la maîtrise d'une langue, par exemple. Ce n'est pas inutile pour délibérer. Donc, est-ce que une partie du libéralisme des 20 dernières années, je dis une partie parce que si on pense à Tocqueville, à Jouvenel, à Aron, on trouve un libéraliste qui se veut plus patriote peut-être, à Manon. Est-ce qu'une partie du libéralisme n'a pas fait l'erreur de négliger ce qu'on pourrait appeler les médiations historiques et politiques qui sont parmi ces conditions de possibilité? Oui, mais d'abord, la nation, si on se place dans un cadre historique, la nation est quand même un phénomène extrêmement récent et extrêmement fragile. D'ailleurs, j'argumenterai pour dire qu'en France, la nation, elle date à peu près d'il y a un siècle. Dans les tranchées de 14-18, par exemple, 60% des gens ne parlaient pas français. Ils parlaient breton, ils parlaient Languedoc, ils parlaient plein de choses, mais le français, l'homogénéisation du pays est extrêmement récente. Il y a un très bon livre d'un historien américain, Eugène Weber. Voilà, merci. sur les territoires, qui montrent qu'au 19e siècle, la nation française était encore un rêve d'avocats parisiens qui s'amusaient à délibérer, mais franchement entre eux, et que les gens n'avaient pas du tout ce sentiment d'appartenance. Est-ce que ça empêchait une démocratie de fonctionner? Non. Je pense que la nation, c'est récent, que ça a probablement engendré le pire. J'ai mentionné 14-18, et qu'on peut parfaitement avoir justement des délibérations plus mûres, en passant par un cadre linguistique qui reste à définir en effet. Enfin, moi j'ai absolument rien contre, par exemple, l'usage de l'anglais quand il faut délibérer de choses d'ordre global. Le fait que les institutions internationales fonctionnent en anglais me dérange absolument pas. C'est une lingua franca, c'est plutôt un progrès pour l'humanité. Ça nous permet d'ailleurs de maintenir les spécificités de nos propres langues. Ceux qui sont vraiment à plaindre là-dedans, je fais une parenthèse, c'est les Anglais qui voient leur propre langue massacrée par le globish. C'est finalement eux qui souffrent le plus, alors que nous on peut maintenir toute la richesse de nos formules et de nos tournures, à condition de les entretenir, mais ça c'est le métier des écrivains, c'est ce que je fais. Donc tout ça pour dire que je suis assez confortable avec un cadre de délibération qui soit en effet assez abstrait. Je pense que c'est un progrès, qui passe qui garde le vivant. Je peux pas rentrer dans les détails parce que honnêtement, je peux pas. C'est compliqué et puis ça paraît un peu sur la lune, mais théoriquement, qui garde un peu l'idéal cosmopolitique kantien. Et de l'autre côté, encore une fois, des choses plus petites, plus concrètes. Qui sont assez tocquevilliennes aussi. Tocqueville disait que la démocratie locale, c'est vraiment le lieu où s'apprend la démocratie, l'art du compromis
Et je pense que ça a été considérablement négligé, qu'on n'aurait pas les gilets jaunes si les gens pouvaient, dans leur village, dans leur municipalité, dans leur quartier, décider véritablement d'assumer, de prendre les mesures qui les concernent et d'en assumer les conséquences, y compris financières, de lever l'impôt, par exemple, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Et donc, il me semble que cette idée de subsidiarité est quand même très forte. La figure centrale du libéralisme, tout le moins du libéralisme à la française, c'est évidemment l'individu. Vous avez dit, et ça c'est une marque distinctive effectivement de la France par rapport aux États-Unis, que le libéralisme ici cherche à rendre l'individu libre, donc créer les conditions de sa liberté. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, cela dit en général, l'État contribue davantage, d'une manière ou de l'autre, à une forme d'asservissement de l'individu plutôt qu'à son émancipation? Je donne quelques exemples. Le déploiement de l'État thérapeutique, la rééducation des mentalités, des comportements, les lois qui cherchent à redéfinir, souvent resserrer les conditions de la liberté d'expression, les lois hygiéniques qui cherchent à améliorer les mœurs d'une manière ou de l'autre. Est-ce que de ce point de vue, l'État, dans le monde, depuis ce qu'on pourrait appeler la mutation thérapeutique de l'État social, est-ce qu'on peut dire que l'État, de ce point de vue, qui se présente comme rééducateur, qui cherche à éduquer une société selon l'idée qu'il se fait des bonnes mœurs, est-ce qu'on peut croire que cet État, aujourd'hui, est davantage liberticide qu'émancipateur? La réponse est un peu dans la question. Ah ben pas nécessairement, parce que plusieurs diraient qu'il faut nettoyer une société. Dans la manière dont les termes sont formulés dans la question, mais je ne peux que concourir à la manière dont ces termes sont formulés. Je suis le premier à dénoncer l'État nounou, l'État providence en France, à contester, ne serait-ce que tout ça a commencé avec l'interdiction de la ceinture, avec la ceinture de sécurité obligatoire dans les années 70, par exemple. C'est un beau cas d'école. À l'époque, on pouvait conduire sans ceinture et puis chacun prenait ses risques. Et il y avait effectivement beaucoup d'accidents de la route, beaucoup de morts, et donc je crois que c'était sous Pompidou que on a décrété la ceinture de sécurité obligatoire. Et là, il y a deux individus qui ont fait un recours au Conseil d'État. C'était Bouvet de la Maisonneuve, c'est un arrêt de jurisprudence maintenant très connu. Et le Conseil d'État, en disant, c'est nos libertés, on fait de mal à personne si on prend le risque de mourir dans un accident de voiture parce qu'on n'a pas mis sa ceinture. Ce qui me semble, ce qui ne ferait pas un pli pour n'importe quel révolutionnaire français de 1789. C'est complètement évident, cette histoire. Et le Conseil d'État a répondu non, parce que l'État a aussi le pouvoir et le devoir de protéger l'individu contre lui-même. Cet arrêt est souvent cité en jurisprudence et est effectivement le début d'une longue dérive qui fait que l'État s'occupe de ses citoyens, non pas en leur donnant, ce qui est son rôle légitime selon moi, la possibilité de maximiser leur choix personnel, mais en orientant leur choix de manière à faire leur bonheur contre eux-mêmes, ce que redoutait déjà Tocqueville. Et donc en les privant ainsi de leurs responsabilités, les met dans un cercle d'infantilisation où ils en appellent de plus en plus à l'État parce que l'État leur promet de plus en plus et que personne n'y trouve véritablement son compte parce que, encore une fois, je pense que les gens ont profondément envie de liberté plus que de sécurité. En tout cas, et donc nous, ce qu'on propose, c'est effectivement de faire de la politique publique, de ne pas nier le rôle de l'État, mais de complètement transformer ce rôle de l'État pour qu'il soit là pour garantir l'ouverture des possibles, mais qu'ensuite il soit complètement neutre par rapport au choix de l'individu, par rapport à son choix de la vie bonne. Si j'ai envie de conduire sans ceinture, je vais payer une assurance, parce que c'est effectivement pas juste que le reste du groupe paye pour moi, je vais payer une assurance qui me permet de conduire sans ceinture et d'avoir néanmoins un service de pompier ou d'ambulance qui vient me sauver. En théorie, en tout cas. Alors, sur la question, on pose la question des mœurs, finalement. Est-ce qu'une question qui est posée par les sociétés contemporaines, c'est pas le problème d'une société où l'éclatement des mœurs, c'est tel que l'arrière-fond culturel qui rend possible le bon usage des libertés est en train de se désagréger. C'est-à-dire une société où cohabitent, par exemple, de plus en plus, et peut-être les effets de l'immigration, des groupes culturels avec des mœurs qui entrent en conflit, parce qu'on le veuille ou non, il arrive que des cultures entrent en conflit. Est-ce que le rôle de l'État n'est pas aussi quelquefois de préserver une certaine concorde, je vais utiliser un mot qui passe mal en France, mais identitaire, une concorde culturelle, une concorde civique avec la dimension des mœurs? Et ça nous ramène à la question de la laïcité. Vous disiez tantôt que l'État n'a pas imposé les mœurs d'un groupe ou de l'autre sur la question de la laïcité. Est-ce que quelquefois, pour éviter une forme de fractionnement exagéré de la communauté politique et le retour d'une définition beaucoup plus conflictuelle du politique que vous ne le souhaiteriez, est-ce que c'est pas nécessaire quelquefois que l'État impose certains choix collectifs pour assurer une relative
concorde civique, concorde culturelle dans la cité. Mais sans doute pas l'État. Que les gens le fassent eux-mêmes dans le cadre du débat civique et culturel, c'est un devoir de citoyen. Et d'ailleurs, on le fait très peu. Donc, il faut qu'il y ait de nouveaux bouffeurs de curés, des bouffeurs d'imams, des gens qui condamnent la religion dans toutes ces illusions. Et finalement, ça, on le fait très peu dans le débat public aujourd'hui, alors qu'on l'a beaucoup fait en France pour la religion catholique, parce que finalement, on se dit, on n'ose pas le faire, et donc on demande à l'État d'imposer par la loi ce qu'on n'arrive pas à faire par le débat rationnel ou la critique artistique. Et ça, c'est un vrai aveu d'échec. Ensuite, justement, l'État, il a toujours, dans son histoire, en tout cas la République française, elle a toujours accueilli en son sein des contraires, des gens qui voulaient la détruire. Parce qu'elle a toujours considéré que la meilleure manière de les vaincre, c'était de les exposer et de les admettre dans le débat. C'est pour ça que, d'abord, les catholiques et les groupes, pas les catholiques, mais les royalistes catholiques étaient parfaitement autorisés dans les premières assemblées de 1870 à 1900, où ils étaient très actifs, les ultramontains et autres, qui voulaient mettre à bas la République, ils étaient élus à l'Assemblée. Et ensuite, le Parti communiste, qui jusqu'au milieu des années 70 avait comme but explicite la dictature du prolétariat et le renversement des institutions républicaines, a fait 30 ou 40% des voix en France après la guerre et a pris un certain nombre de municipalités. Bon, vous remarquerez qu'aujourd'hui, l'influence en politique des royalistes et des communistes a largement diminué. Et elle a diminué, ça prend du temps, mais par le débat, par des luttes qui ont duré des décennies, eh bien, nous avons réussi à prouver, quelque part, pas imposer, prouver que le modèle de la liberté était préférable à celui de la royauté d'un côté ou de la dictature du prolétariat de l'autre. Et aujourd'hui, il faut faire exactement la même chose face aux groupes religieux auxquels vous faites allusion. Il faut leur prouver par notre manière d'être, par notre manière d'argumenter, qu'ils ont tort et qu'ils vivront mieux et qu'ils préféreront, au fond, une société libre que de vouloir les réprimer, ce qui est non seulement idiot sur le plan théorique, mais contre-productif sur le plan pratique, parce que vous ne faites que les discriminer et les exciter davantage. Et donc, la laïcité, c'est pour ça qu'elle a été très bien pensée quand elle a été écrite en 1905 par Aristide Briand, c'est que la laïcité n'avait pas du tout... Aristide Briand était anticlérical. Mais il disait la loi de la laïcité n'a rien à voir avec l'anticléricalisme. Il y a eu la question, fallait-il interdire aux prêtres de porter des soutanes en public? La réponse était non, parce qu'il disait, moi je suis contre les soutanes, je pense que c'est une aliénation, etc. Comme aujourd'hui on peut être contre le voile. Mais je vais sans doute pas mettre ça dans la loi. C'est pas à la loi de s'en occuper. La loi, elle vous permet d'exprimer vos convictions dans l'espace public. C'est ça qu'elle vous permet de faire. Et d'autant, comme vous pourrez le faire, on pourra d'autant mieux et d'autant plus librement vous critiquer sans tabou dans l'espace public en disant non, moi je trouve ça complètement idiot de mettre une soutane, ou moi je trouve ça complètement idiot de mettre un voile. Voilà. Et donc au fond, vouloir imposer la liberté, c'est renoncer à la rationalité humaine. À ce moment-là, à quoi bon vivre en société? Alors aujourd'hui, la question de l'individu, et vous l'avez abordé dans plusieurs de vos écrits, plusieurs s'inquiètent de la possible de la liberté individuelle, l'émancipation possible de l'individu devant ce qu'on appelle les nouvelles technologies, les biotechnologies, l'intelligence artificielle. On a l'impression d'entrer dans un monde nouveau où les conditions technologiques les conditions sociales, les conditions politiques aussi, mais les conditions technologiques surtout qui nous encadrent, qui nous déterminent, risquent de rendre caduque la liberté individuelle. Comme si d'une certaine manière l'individu allait se perdre dans un monde nouveau, trop fort pour lui, comme s'il avait accouché d'un monstre qui allait le dévorer. Et il y a une forme de pessimisme devant les nouvelles technologies, un pessimisme devant l'intelligence artificielle, un pessimisme devant les possibilités d'émancipation que l'on croyait associées à Internet par exemple, et ainsi de suite. Et, corrigez-moi si je me trompe, mais vous refusez de vous inscrire sous le signe de ce pessimisme technologique. Non pas que vous refusez de penser les limites ou les risques, mais vous dites l'émancipation de l'individu peut aussi se conjuguer avec la révolution technologique qui est la nôtre. Est-ce que je décris correctement votre position? C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas être pour ou contre la technologie. Il faut essayer... l'usage qu'on en fait, c'est-à-dire la possibilité d'émancipation qui y est associée. Il faut comprendre ce qui se passe et ensuite essayer d'émettre les régulations sociales idoines pour que ces technologies soient émancipatrices et pas oppressives. Effectivement, toute la première partie de ce que vous venez de mentionner, c'est à peu près la thèse de mon dernier livre, à la fin de l'individu, c'est l'idée
c'est la réponse à la question soulevée par Yuval Harari à la fin de Homo Deus, qui je pense est une bonne question, et qui est de dire si aujourd'hui on considère que le libre arbitre est caduc, à la fois parce que les neurosciences nous montrent que il n'est qu'une illusion, et que de l'autre côté, sur le plan pratique et technologique, les systèmes d'intelligence artificielle nous nudgent de manière tellement forte, nous influencent de manière tellement forte via les notifications, les recommandations et tout ça, en pénétrant au fond dans l'intimité de notre cerveau et de notre vie, qu'ils orientent nos comportements. À ce moment-là, quelque part, c'est tout le fondement libéral de nos sociétés qui s'écroule, parce que pourquoi est-ce que je suis responsable juridiquement si c'est un robot qui a pris la décision à ma place? D'ailleurs, il y a maintenant des juristes qui pensent à la personnalité juridique du robot, comme pour les entreprises. Pourquoi est-ce que je pourrais faire des gains et des pertes dans un marché si je n'en suis pas responsable? Et c'est pour ça que par exemple, le déploiement de l'IA en Chine s'accompagne d'une remise en cause de l'idée même de marché et de signal prix. J'ai pas le temps de développer, c'est très intéressant, c'est très hayekien aussi. Et si on a l'information complète dans un système, on n'a plus besoin du signal prix pour optimiser l'allocation des ressources. Et si je peux optimiser les choix collectifs via les intelligences artificielles, pourquoi donc est-ce que j'ai besoin de la démocratie avec son droit de vote extrêmement grossier, extrêmement manipulable et extrêmement précaire et qui n'apparaît qu'une fois tous les 5 ans ou 4 ans. Et donc, je pense que c'est une vraie question et que la puissance maintenant du nudge, c'est-à-dire qui combine la technologie et les neurosciences pour nous faire agir d'une certaine manière, en connaissant de manière très intimement comment nous nous comportons et quel est notre profil, nous dépossède carrément, ça tout à fait, d'une grande part d'autonomie. Alors certains libéraux refusent de le reconnaître parce qu'ils disent « Ah oui, mais Facebook, Google, tout ça c'est du privé, c'est de l'innovation, donc c'est bien ». Non, on peut être, les libéraux, ils sont là pour lutter contre toute forme d'hétéronomie, d'oppression sur les choix individuels, qu'elles viennent du public ou du privé. Quand Facebook crée sa propre monnaie monopolistique et décide lui-même de la liberté d'expression via ses normes sur les contenus, c'est comme un État et il faut l'affronter comme on affronterait un État. C'est voire pire qu'un État d'ailleurs, puisqu'il n'a pas tous ces systèmes de contre-pouvoir qui quand même aujourd'hui maintiennent l'État dans certaines limites. Donc premièrement, oui, c'est un sujet, mais deuxièmement, je pense pas qu'on puisse résoudre ce sujet en optant pour une attitude, comme j'ai rencontré des gens qui le font, qui est technophobe, qui s'en va. Alors moi, j'ai fermé mes comptes de réseaux sociaux. Enfin, il y en a qui font bien pire. J'ai rencontré des hackers à Berlin qui ont des petits Nokia et plus des portables pour pas être tracés, etc. Bon, ça c'est charmant, mais il faut trouver une solution qui soit pas seulement destinée à quelques activistes, mais qui puisse être embrassée par des dizaines de millions de personnes. Et ça, donc moi, l'option pour laquelle je milite avec d'autres, c'est celle de la propriété privée des données personnelles. Et c'est ça qui est très libéral. Et c'est pour ça qu'on peut appliquer une doctrine, un paradigme libéral aux problèmes contemporains. Aujourd'hui, au fond, quand vous livrez vos données, vos data à des systèmes, à des plateformes, et donc à des systèmes d'intelligence artificielle qui ensuite les moulinent, les agrègent, les formalise et redirect vos comportements en retour, eh bien, vous êtes dans une situation quasiment féodale, comme le paysan qui donnait l'ensemble de la production de sa terre au seigneur, en échange de quoi le seigneur lui offrait des services monopolistiques, protection contre la guerre, usage du four et du moulin communaux. Et n'est-ce pas passer au fond au capitalisme que de dire, non, en fait, les données, votre production à vous paysans ou à vous utilisateurs de plateforme vous appartiennent, et donc vous pouvez les valoriser comme vous le souhaitez, vous pouvez les utiliser, usus, vous pouvez les détruire, abusus, vous pouvez les vendre, fructus, que vous pouvez pas faire aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas considéré comme propriétaire de vos données personnelles, et que donc vous signez des terms and conditions, des conditions d'utilisation qui sont léonines et qui vous spolient au fond de la valeur que vous produisez. Si les données ont une valeur, eh bien le producteur de la matière première doit pouvoir d'un côté récupérer une partie de la valeur qu'il a produite, et de l'autre côté, s'il le souhaite, interdire à quiconque. Le droit de propriété vous permet aussi de vous retirer du marché, interdire à quiconque d'utiliser ces données. Vous pouvez, quand vous avez le droit de propriété sur une terre, vous pouvez résister aux offres d'un promoteur immobilier qui veut construire une autoroute. Vous dites non, c'est chez moi, même si vous emmerdez tout le monde. Et c'est pareil avec vos données. Vous pouvez dire ces données-là, vous les aurez pas, même si ça vous arrangerait bien pour optimiser le grid énergétique, pour optimiser les systèmes de santé, etc. Et donc, dire la notion de propriété, ça c'est une notion libérale par excellence. Elle a évolué à chaque rupture technologique. L'imprimerie a donné Beaumarchais le droit d'auteur. La révolution industrielle a donné le brevet, le droit de propriété intellectuelle, qui était un truc que beaucoup de libéraux continuent d'ailleurs à contester aujourd'hui, en disant que le droit de propriété doit s'impliquer seulement aux biens rares et exclusifs. Mais moi je pense pas. Je pense que le droit de propriété, comme le dit Locke, comme le dit Rothbard d'ailleurs pour les libertariens, c'est essentiellement ce qui émane de moi. Et ça émane de moi, et c'est parce que je me possède moi-même au début, self-ownership, que l'ensemble des produits de moi, que ce soit des idées, des datas
ou des cellules ou des bouts de mon corps ou mon travail, bien sûr, m'appartient également. Et donc, il faut, voilà, ce droit de propriété, bien sûr que c'est une invention formelle, c'est une invention, c'est une fiction, mais c'est une fiction utile. C'est une fiction utile pour donner un domaine propre, un domaine d'intimité à l'individu, qui peut refléter sa propre personnalité sur la Terre, sur ses livres, sur ses idées, et demain donc sur ses datas. Et il est normal qu'on continue à l'élargir, ce droit de propriété. Donc ce que je veux dire, c'est que vous avez, via le droit de propriété sur les données personnelles, une réponse libérale à une question éminemment contemporaine, et qui participe de, en tout cas ce que je défends, de la rénovation intellectuelle générale du paradigme libéral. On peut pas simplement dire Facebook, Google, c'est bien parce que c'est privé. Voilà, il faut aller un peu plus loin, et en appliquant nos principes, penser les libertés de demain. Alors, il nous reste le temps d'une ou deux questions. J'aimerais vous ramener sur la question fondamentale, la vocation universelle du libéralisme. Alors, le libéralisme ne naît pas dans n'importe quelle civilisation, il ne naît pas dans n'importe quelle société, il naît dans ce qu'on appelle le monde occidental pour l'essentiel. Pour nous, c'est un produit élaboré par nos propres sociétés. Dans d'autres sociétés, c'est un produit d'importation relativement récent, dont on ne sait pas exactement toujours comment faire bon usage. Est-ce que vous croyez que le libéralisme, malgré son ancrage premier dans le monde occidental, a véritablement une vocation universelle, c'est-à-dire vocation à transformer toutes les cultures et à se déployer sur l'ensemble de la planète, ou est-ce qu'il s'accompagne inévitablement d'une occidentalisation des mœurs dont il doit se déployer? Autrement dit, est-ce qu'il est indissociable de son fond culturel, de son fond civilisationnel, ou est-ce qu'il a pour vocation donc de s'en émanciper, de s'en libérer et d'ensuite, je dirais, traverser le monde pour émanciper les peuples selon son esprit? Oui, bah c'est un peu pour répondre à ces questions qui sont moins évidentes pour moi, parce qu'elles font appel quand même à plus à un travail d'historien. Je me situerais volontiers sous la houlette de Niall Ferguson, et dans ses livres comme Civilisation, où il explique que voilà, aujourd'hui c'est un peu le cas, c'est-à-dire que l'ensemble des pays ont repris, y compris les pays qui en semblent les plus éloignés comme la Chine, ont quand même repris quasiment l'intégralité des fondements libéraux des sociétés, parce que ils ont plus ou moins, alors c'est plus ou moins, mais ils ont plus ou moins quand même l'idée du droit de propriété, alors la Chine est quand même peut-être le cas le plus extrême et l'exception la plus notable à ce système. Enfin, si on pense à l'Amérique latine, si on pense à l'Afrique, si on pense même à la Russie, si on pense à l'ensemble de l'Europe occidentale et orientale, et avec évidemment plus ou moins de nuances et de succès, il me semble que les grands principes sont acceptés. Il n'y a plus tellement de pays qui vous dit qui est explicitement antidémocratique et contre l'innovation scientifique. Ça n'existe pas vraiment. Donc, il me semble que ce cadre, il s'est quand même peu à peu imposé, que précisément, c'est ceux qui l'ont inventé qui ont le plus de mal à le défendre aujourd'hui, qui s'en sentent un peu honteux, alors que les autres sont très contents de s'en emparer, s'aperçoivent que ça leur permet de vivre mieux, et le déploient ou essayent de le déployer sans trop de tabous ou de questions. Mais peut-être de manière instrumentale, cela dit. Parce que je pense à la Chine, par exemple, qui conjugue ce libéralisme avec un ultranationalisme qui serait difficile à imaginer ici. La Chine, aux États-Unis, où le libéralisme se conjugue aussi avec une forme de patriotisme quasi impérial quelque peu. Chez les Britanniques, peut-être, le libéralisme se conjugue avec l'esprit du Brexit. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que on parlait au début de la séparation entre la loi et la morale. Il me semble parfaitement possible, et c'est ce que Niall Ferguson tend à montrer aussi, que sur la base de ce système, les cultures continuent ensuite à prospérer dans leurs différences et dans leur singularité. Et dans leur aspiration d'autodétermination politique. Et c'est ce que je souhaite. Et oui, alors là, il y a toujours un conflit, évidemment. Mais ça, encore une fois, pour moi, ce conflit, je le résous dans les différentes échelles. C'est-à-dire dans le multilatéral, du cosmopolitique pour les grands sujets de nucléaire, de data, de droits individuels. Et puis ensuite, pour la fiscalité et les droits sociaux, vous pouvez vous déterminer au niveau du canton si ça vous plaît. Je pense que je suis pas encore très mûr dans cette réflexion, mais il me semble que c'est une manière de scinder un peu la liberté des anciens et des modernes au local et au supranational en se passant un peu de l'échelle du goulot d'engorgement de l'État-nation. Enfin, on en est loin. Sur la Chine, je suis moins quand même affirmatif.
J'ai été assez troublé par ce que j'ai vu lors de ce grand reportage que j'ai fait sur l'intelligence artificielle. J'ai passé pas mal de temps en Chine. Il me semble que quand même notamment leur usage des technologies s'inscrit dans une culture confucéenne qui n'a vraiment rien à voir avec la nôtre, parce que depuis le début, depuis Confucius, qui était un siècle près un contemporain de Socrate, ils ont pris une direction complètement opposée. Confucius, il travaille pour le groupe, il est toujours entouré de ses disciples et de ses pairs, il respecte la hiérarchie sociale, il veut contribuer au bien commun, alors que Socrate, c'est tout l'inverse, il se fait exclure et condamné par la cité parce qu'il met le bazar. Et donc, alors eux, ça leur convient très bien pour utiliser l'intelligence artificielle, parce que précisément, ne pas livrer ses datas, c'est considéré comme égoïste. Et donc, si on veut contribuer au bien du groupe, on agrège tout ça et dans un grand lac des données, comme ils disent. Et puis, si c'est le Parti communiste qui pilote le lac des données tout en haut, tant mieux, parce que c'est pour le bien de tous. Bon, là, je pense qu'il y a quand même une divergence assez fondamentale. Je pense que s'il y a une partie du monde qui résiste vraiment aujourd'hui et qui offre une alternative à l'idée libérale, c'est quand même le bloc asiatique avec la Chine. Est-ce qu'on peut coexister avec deux modèles différents? Je le souhaite. Ou est-ce que le modèle victorieux, qui risque d'être le modèle chinois, ne va pas pouvoir s'empêcher d'être impérialiste? Ça reste une question ouverte. Alors, sur ces paroles inquiètes, j'espère que je vous remercie infiniment pour votre passage aux idées mènent le monde. Merci à vous. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la Joute à TVA. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.